Le plaisir est le nôtre d'être en votre compagnie. Madame, Monsieur, bienvenue à cet autre rendez-vous de l'information sur For You Télévision. Nous ouvrons avec la situation en RDC et la MONUSCO. Mathias Gilman, expulsé, le gouvernement congolais a demandé aux Nations Unies le départ de son porte-parole en République démocratique du Congo. Selon une correspondance adressée par le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lundula, la chef de MONUSCO, Bintou Keïta, une décision logique de la part du chef de la diplomatie congolaise au regard des événements survenus en démocratie du Congo. Nguéni nous en dit plus. Après Olivier Salgado au Mali, c'est au tour de Mathias Gilman d'être expulsé de la République démocratique du Congo. Le gouvernement appréciera beaucoup que des dispositions soient prises pour que Mathias Gilman quitte le territoire congolais dans le plus bref délai, a donc écrit le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lundula à la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Une décision qui fait suite aux récents événements enregistrés dans le pays où 36 personnes ont perdu la vie et 150 autres blessés dans des manifestations anti-MONUSCO dans la province du Nord Kivu. En attendant l'aboutissement de l'enquête, des témoignages pointent du doigt les casques bleus de la MONUSCO d'être les auteurs de cette tuerie de masse d'une population civile qui n'a fait que réclamer ses droits conformément à la constitution congolaise. Le climat est donc tendu et la présence de Mathias Gilman sur le territoire national n'est pas de nature à favoriser un climat de confiance mutuelle et la sérénité si indispensable entre les institutions congolaises et la MONUSCO. Présente en République démocratique du Congo depuis 1999, la mission onusienne est vivement critiquée depuis 2019 par des mouvements pro-démocratie et quelques élus locaux. Ils reprochent entre autres à la MONUSCO de refuser de combattre la centaine de groupes armés actifs dans l'Est congolais. D'une autre expulsion à une autre, on parle cette fois-ci des forces étrangères qui ont été expulsées de l'aéroport de Bamako dans le cadre notamment du Mali et de l'éruption des militaires ivoiriens. Les autorités aéroportières du Mali ont ordonné le départ dans un délai de 48 heures à la date de ce jour des forces étrangères et d'une base de l'aéroport Modibo Keïta nommée Sahel Aviation Services Sahel. Ces décisions vivement saluées interviennent quelques semaines après l'arrestation de 49 militaires ivoiriens en terre malienne et notamment sur cette base. Plus de détails dans ce reportage de Ngale et Bokéa. 72 heures, c'est le délai accordé aux forces étrangères présentes sur la base de la société Sahel Aviation Service, présente à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako pour quitter le territoire malien. C'est l'essentiel à retenir de la correspondance signée le 1er août par le directeur du dit espace aéroportuaire, le colonel Lassena Togola, qui a annoncé cette évolution dans les relations difficiles que les autorités maliennes entretiennent avec les sociétés d'aviation de sous-traitance de la MINUSMA. Les autorités aéroportuaires précisent que contrairement aux activités autorisées par la Convention qui lie l'aéroport à la dite base, celle-ci effectue l'accueil et l'hébergement des forces étrangères dans un hôtel avec d'autres commodités. Une décision compréhensive selon de nombreux observateurs. Cette décision s'inscrit dans la logique des mesures de sécurité préventive qui s'inscrit aux côtés des autres décisions précédentes, en l'occurrence l'interdiction de la rotation des militaires étrangers en terre malienne et bien entendu bien d'autres décisions. Ce n'est que quelque chose de logique, c'est une conclusion ou bien un développement en droite ligne avec la détérioration de la confiance avec les partenaires étrangers qui davantage se présentent comme une menace sérieuse pour la sécurité. La partie malienne ajoute que cet état de fait engendre des risques pour la sûreté intérieure de l'État et constitue une violation des obligations contractuelles de la base. Une crise de confiance est donc installée entre les autorités aéroportuaires et cette base suite à l'arrestation des 49 mercenaires qui étaient venus au compte de la base en question. L'opportunité de cette décision est effectivement vérifiée parce que ces mercenaires ivoiriens qui sont arrivés par l'aéroport te portent à croire qu'il s'agissait d'une mission clandestine de forces spéciales qui avait pour but de perpétrer un coup dans la capitale Bamako. Maintenant que ces derniers ont été mis aux arrêts et que l'exploitation semble avancer,
la décision qui a été prise de retirer tous les agents extérieurs tient également au fait que certainement il s'agit du résultat de cette exploitation, mais aussi des nouveaux développements, notamment les attentats manqués à Kati et l'ensemble des forces qui menacent la sécurité du Mali actuellement. Parlons de sécurité au Niger. Le nouveau commandant de la France française Barkhane installé, le général Bruno Baratz, c'est le nouveau commandant de la France française Barkhane. Ce diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr succède au général Laurent Michon qui dirigeait jusqu'ici le commandement des troupes françaises dans le Sahel. Bruno Baratz a été reçu mardi 2 août par le président nigérien Mohamed Bazoum. L'installation de ce nouveau chef de la formation Barkhane dans le Sahel intervient dans un contexte où les troupes françaises ont été invitées à plier bagages du côté malien. C'est en fin de matinée ce mardi 2 août 2022 que le chef d'État du Niger, Mohamed Bazoum, recevait le nouveau commandant de la force Barkhane, le général Bruno Baratz, officier des forces spéciales, ancien commandant des forces spéciales de l'armée de terre, diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France, prend la relève du général Michon en pleine réorganisation de la mission de l'armée française dans la région. Le général Bruno Baratz, nouveau commandant des forces spéciales françaises au Sahel depuis une semaine, est donc venu remercier le président de la République du Niger pour l'appui que fournit ce pays d'Afrique de l'Ouest à la France dans le cadre de la réarticulation du dispositif Barkhane. Pour rappel, chassée du territoire malien par les autorités de transition, l'armée française est contrainte de sortir tout son matériel accumulé pendant plus de 8 années d'opération, notamment plus de 6000 conteneurs assortis du Mali et beaucoup de convois nécessitant énormément de trafic car s'étalant parfois sur pas moins de 10 km, la seule solution pour le faire, d'après les propos du général Bruno Baratz, était un passage sur le sol nigérien. Une partie de tout ce matériel devant transiter par le nord-ouest du Niger, proche de la frontière malienne. Cette installation officielle de Bruno Baratz, qui coïncide avec le retrait des forces françaises au Mali, marque aussi la fin de la mission du général Laurent Michon, ancien commandant de la force Barkhane, qui récemment, au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou, où il faisait le point sur l'opération de désengagement en cours au Mali et la nouvelle articulation au Niger, annonçait déjà que les effectifs des militaires français passeront de 4000 à 2500 hommes environ. Toujours de sécurité, mais précisément de terrorisme, à la mort d'Alwa Zawahiri. Quel impact sur les groupes djihadistes qui opèrent en Afrique? Il n'y a plus de doute, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri, l'un des précurseurs ceux qui reposaient jusque-là, Al-Qaïda, groupe international de terrorisme, n'est plus. Après l'annonce de son décès le 31 juillet, plusieurs questions attendent des réponses. Quelles peuvent en être les conséquences de la mort d'Ayman al-Zawahiri au Sahel? Quel impact sur les groupes djihadistes qui opèrent en Afrique? Ces éléments de réponse sont dans ce contenu que nous propose Faute Ndedi. Il est inéluctable que l'assassinat ou la capture des principaux chefs terroristes est un outil clé de la lutte contre le terrorisme depuis des décennies. Ces opérations permettent de retirer les chefs terroristes du champ de bataille et de provoquer les luttes de succession qui perturbent la cohésion du groupe et peuvent exposer ses vulnérabilités en matière de sécurité. Contrairement à l'État islamique, dont les pratiques de succession des dirigeants sont claires et ont été mises en œuvre en 4 reprises depuis la mort de son fondateur, Abu Musab al-Zarqawi en 2006, celles d'Al-Qaïda sont plutôt opaques. Le successeur d'al-Zawahiri ne sera que le 3e dirigeant du mouvement depuis sa création en 1988. En règle générale, l'idéologie est si bien implantée que la mort d'Ayman al-Zawahiri n'aurait pas de conséquences dramatiques pour la pérennisation du mouvement tentaculaire qu'est Al-Qaïda. Il y a cependant quelque chose qui relève de la fin des architectes du djihad global. Après Abdallah Hazam et Oussama Ben Laden, la 3e tête fondatrice de l'hydre de l'organisation est tombée. Il va certainement être remplacé, ce qui ne signifie pas forcément un affaiblissement. Tout dépendra du successeur. Si ce dernier sera beaucoup plus dans une distribution de franchises, sous al-Zawahiri, Al-Qaïda a plutôt eu la volonté de maintenir une démarcation vis-à-vis de Daesh
qui avait alors une stratégie d'extension et de massification. Contrairement à l'État islamique, Al-Qaïda conservait bien la volonté d'avoir des membres appartenant plus ou moins à l'élite en termes de connaissances religieuses et idéologiques. Parlons d'autre chose, notamment au Congo, avec les législatives. Le PCT décroche près de 112 sièges. Le second tour s'est tenu le 31 juillet 2022 avec un succès sans surprise du Parti congolais du travail, PCT, qui a rajouté 9 sièges aux 102 qu'il avait déjà raflé au premier tour. Ces législatives a été aussi l'occasion pour l'opposition de démontrer lequel des partis est le plus prisé. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADS, est sortie du lot dans le sud-ouest du pays, mais pas suffisamment puisque le PCT s'en est sorti plus obèse. Bégoudé nous en dit plus. Au premier tour, le Parti congolais du travail, PCT en abrégé, du président Sassou Nguesso, avait obtenu 102 sièges sur 151. Vote qui n'avait pas glané grand nombre d'électeurs. Sur 986 inscrits, à peine plus de 100 ont rempli leur devoir de citoyen. Le deuxième tour a été l'occasion pour le PCT de rafler 9 sièges de plus. C'est donc une victoire renversante et sans surprise de l'ancien parti unique, contre 7 sièges seulement pour l'Union des démocrates humanistes, UDH-UKI en abrégé, qui équivaut au même nombre d'élus que l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, qui demeure la première formation de l'opposition. Le vote du deuxième tour, qui s'est tenu le 31 juillet, a opposé dans le sud-ouest du pays Claudine Mounari et Jacqueline Lydia Mikolo. Il a plutôt affiché parité pour les deux camps. Au lendemain du premier tour, du 10 juillet, il restait encore 14 candidats en ballottage. L'enjeu de ces législatives demeurait le taux de participation et la dernière affiche, qui permettrait de déceler le parti d'opposition capable de faire le poids à l'Assemblée nationale face au PCT. Ce qui a sorti du lot l'ancienne dirigeante de la Fédération de l'opposition, Claudine Mounari, avec près de 50% de suffrages au premier tour face à Mikolo du gouvernement en place. Même si l'opposition a su se battre, et plus seulement, dans le sud-ouest, le PCT, parti au pouvoir depuis 1977, s'en est sorti plus obèse. Voilà donc qui fait les affaires du président de la République, Denis Sassou Nguesso, puisque son parti a raflé notamment la majorité au Parlement avec ses sièges qui sont au moins 111. Le PCT donc plus que vainqueur et qui pourrait notamment permettre au gouvernement de mieux asseoir sa politique. Madame, Messieurs, nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de Feu de télévision se poursuivent.